Salut à vous, bande de tentacules. Aujourd'hui, on aborde le cas d'Imperium 5, un jeu chez Sico, label Home Orchestre, de Patrick Massad. Massahad. Il y a deux A à la fin, je sais pas le prononcer correctement. Patrick. Donc, du coup, ouais, vous savez, c'est l'autre barbu. On a un mec sur une petite chaîne pas connue qui essaye de se faire passer pour un fils des ZZ Top, histoire de gratter un héritage à la Johnny, là. Et ben, il y a l'autre Amish, c'est lui. L'autre grand barbu du jeu de rôle français. Enfin, vraiment barbu, Amish style. Je dérape, voilà, recentrons-nous. Donc, Imperium 5, il y a le kit qui est dispo. Il y aura bientôt le Pledge en 2022 pour du plus gros, plus lourd. Mais en ce moment, qu'est-ce qu'on a à se mettre sous la dent? Eh ben, on a un kit qui est composé. Il y a la version spéciale Octogone coffret, mais si t'étais pas Octogone, t'auras le kit normal. T'as une pochette, t'as tout ça là-dedans. Un livret qui est le livret de présentation, d'introduction au monde et puis ses règles, un livret scénar et une pochette écran avec toutes les aides de jeu pour le scénar. Pochette écran, c'est parce qu'en fait c'est un écran mais qui n'a pas de table d'un côté et de l'autre, et c'est une fausse polémique, on reviendra dessus, c'est l'avant-dernier point. Ouais, je me suis organisé. Donc, cette intro interminable, en fait, c'est pour vous amener la problématique que, quelque part, je trouve, Imperium 5, t'as la sensation que c'est un truc qui est précalibré, presque en forme un petit peu industrielle, où t'as toutes les petites les petites coches, des petites cases pour te plaire. Un truc bien lissé, bien propre, et puis voilà, avec un speech ultra accrochant, un truc futuriste, où l'humanité a perdu sa mémoire, elle est au bord du gouffre, on redécouvre des technologies qui sont tellement waouh que c'en est quasiment au niveau magique, et puis des tas de factions qui magouillent. Ça s'appelle Imperium 5, parce qu'il y a 5 Imperium, les Imperium c'est des trucs à la Cyberpunk, Mega Isebaitsu, État, consortium totalement surpuissant, mais t'as aussi des magouilles d'une espèce de grosse secte qui joue aussi à l'administration humaine, et puis t'as des nobles, des espèces un petit peu d'électrons libres qui s'allient un petit peu avec tout le monde pour faire leur propre magouille, et qui eux ont conservé quelques petites traces du passé qui font que ça pue le louche. Donc ouais, un speech assez accrochant. Mais en fait après après avoir mis le nez dedans, Imperium 5, moi je trouve au contraire c'est un jeu qui prend beaucoup de risques, beaucoup, et donc on va le voir sous trois axes. Et puis on va finir les points polémiques, les points qui peuvent poser questions, voilà, interrogations. Donc pourquoi en fait Imperium 5 ça prend des risques? Déjà parce que le moteur c'est quelque chose que j'aime beaucoup, mais qui a pas vraiment qui touche pas à la majorité des rôlistes. On est sur une forme de narration partagée. Alors attention, c'est pas une forme de narration partagée aussi, voilà, c'est pas aussi large vos possibilités qu'un Intrasby, mais on a quand même on a quand même clairement de la narration partagée sur un système qui ferait un peu plus traditionnel. Les caractéristiques sont remplacées par des âmes qui sont plus des attitudes. En gros, par exemple, ta brutalité dans l'aspect physique, voilà, qui est pas vraiment force ou constitution. C'est un peu des attitudes. Ça permet d'ailleurs que quand vous jouez, le meneur il propose de résoudre les situations de manière différente, c'est-à-dire dit ouais tu utilises quelle âme quoi en gros, et toi en fonction de l'âme que tu utilises, est-ce que tu vas comme un bourrin, est-ce que tu tentes de manipuler les gardes qu'il faut passer, ces genres de choses. Là où ça devient un petit peu de la narration partagée, c'est que tu as ton pool de dés, hop, tu jettes, tu dois faire au-dessus d'un seuil, et chaque fois que tu fais que tu bats le seuil, en fait t'as une réussite, et tes réussites tu vas les convertir en éléments de narration partagée. Voilà, c'est expliqué super mal et super vite. D'ailleurs c'est un système dont la base est simple, et il y a pas mal au niveau du kit, il y a des règles en plus. Il y a eu des retours là-dessus, et puis de toute façon j'ai changé avec l'auteur il y a pas longtemps, et effectivement il bosse à simplifier les règles supplémentaires, donc pas à ôter la complexité des choses, mais à le rendre plus fluide, plus souple, plus digeste, plus modulable. De toute façon, le côté modulable, ça va revenir souvent dans le jeu. C'est vraiment un de ses traits de caractéristiques. Et donc, du coup, c'est modulable au niveau de la narration, parce que il y a plus de mains au niveau du joueur. Même si ça, c'est un truc qui fait souvent peur aux rôlistes. La narration partagée, ça peut être vu comme être vite le bordel, et c'est vrai que la narration partagée est très libre. Il y a ce danger du très bordélique. Dans Imperium, au contraire, c'est tellement cadré que c'est un peu comme le cadrage d'hémisphère, c'est-à-dire c'est quelque chose où la narration partagée, c'est vraiment bien codifié par les règles ce que tu peux en faire, et tu vas pas inventer absolument tout et n'importe quoi.
Et donc ça, je trouve ça bien en termes de... C'est rassurant, oui, c'est de la narration partagée, mais c'est de la narration partagée qui ne part pas dans tous les sens, et le système est fait pour cadrer tout ça. Mais c'est quand même un risque, et c'est le premier que je voulais souligner, et c'est le premier qui personnellement me fait très plaisir. Je n'ai jamais caché que la narration partagée, je trouve ça très bien. Ensuite, le deuxième point où c'est quelque chose qui peut faire un peu peur et qui est une prise de risque, c'est un jeu à secret. Voilà, avec le S majuscule, tout le reste majuscule, il y en a beaucoup. Dans mon échange justement avec l'auteur, j'ai dit petit mignon, il m'a confirmé qu'effectivement, il va avoir donc un supplément, ça c'est pas un secret, qu'il va avoir un supplément sur les secrets. Il sera organisé en arborescence avec à tel moment tu pénètres dans tel secret, il y a telle sous-couche, il y a telle sous-couche. Mais surtout, il y a des secrets qui sont cachés dans les petits textes d'accompagnement, il y a beaucoup de petits textes d'accompagnement, dans les illustrations, voire dans la maquette. Perso, il y en a un de la maquette qui me saute aux yeux, hein. Il y a un endroit où on appelle ça premier contact dans la chronologie du monde. Premier contact dans un jeu de SF, t'as envie de te dire, premier contact avec qui, avec quoi. Donc voilà, et il y a il y a des petites choses comme ça, il y en a dès le kit. Et puis je pense qu'effectivement au moment secret, ça sera véritablement tout dévoilé. Mais donc même les joueurs peuvent aller gratouiller un petit peu. Ensuite, donc ça c'est la deuxième grosse prise de risque. Un jeu à secret, c'est quelque chose des fois qui fait un petit peu peur parce qu'on n'est pas toujours sûr d'avoir la suite et puis on sait pas toujours vraiment ce qu'on achète parce que en fonction des secrets qui sont dévoilés, ça te donne un gros goût au monde. Le troisième risque majeur, j'oserais dire, qui est aussi une force, mais c'est la maquette. On est dans un jeu avec une maquette aérée, je voudrais souligner au fluo, au stabilo, tout ce que tu veux, avec une maquette très aérée, très très aérée, au sens où il y a beaucoup de places qui vont être pris pour du texte d'ambiance, il y a beaucoup de places qui vont être pris pour de l'illustration pleine page, on a des pages où tu as 20 lignes, mais à tout péter, qui sont disséminées et puis organisées pour te faire une belle page, hein. C'est visuellement très accrochant, mais du coup si tu condenses absolument tout le texte, même en comptant les textes d'ambiance, je pense que tu descends sous de 50% du livre, parce qu'il y a énormément de places qui sont données à la graphie. Mais il y a des choses qui sont racontées par le graphique. Les pyramides qui sont des artefacts de la technologie d'avant, ou quand les humains étaient super balèzes, du coup, on a des dessins de tranches de pyramides, on a des choses vraiment intrigantes. D'ailleurs, oui, sur la technologie, j'en ai même pas dit deux mots, mais on est au point, on peut avoir des nuages quantiques de sauvegarde, où quand tu meurs, t'es pas mort. On est sur une technologie qui est quand même très poussée, et où la reconquête de la technologie est extrêmement importante, vu que elle est surpuissante, mais que l'humanité, par son érase de mémoire, elle a un peu perdu beaucoup. Et donc du coup, ce background à secret, c'est vraiment un bon risque. Je me répète. Le point 3, c'est donc, je suis perturbé, il y a Morty qui vient de rentrer. Le point 3, c'est donc en fait la question de la mise en page et de son aération. J'en discutais avec un camarade rôliste québécois qui se reconnaîtra. Lui, au contraire, il a adoré ça. Ça lui a rendu la lecture super digeste. Il était à fond dans la communication d'ambiance avec les illustrations et puis la mise en page qui te donne un goût. Et c'est complètement vrai, hein. On n'en est pas seulement à l'illustration qui te raconte quelque chose. La mise en page d'Imperium 5 est communicante. On est sur cette espèce de SF froid, des piles glaçantes, et ça c'est bien rendu par. Le monde est pas complètement, c'est pas aussi glauque qu'un Nock, mais voilà, ça sent pas les lendemains qui chantent. Et ça, tu le sens bien par la mise en page, par tout ce travail-là. Donc c'est très beau, c'est très propre. Certains vont complètement tomber sur le charme et d'autres ils vont rager parce qu'ils se vont dire mais putain, il y a beaucoup de vide. C'est l'instant zen, c'est un vide qui te raconte quelque chose. C'est vrai que la mise en page est travaillée. Il y en a qui vont adorer, il y en a qui vont quand même râler. Pareil, hein, sur le point aussi, c'est pas vraiment de la mise en page, mais sur la forme du livre qui prend du risque, beaucoup de choses sont racontées par des petits récits d'aventure, voire des fils de news. Par exemple, là, j'ai 2 pages en tête, où t'as 6 textes qui sont répartis sur 2 pages, 6 petits textes, 6 ou 8 d'ailleurs, tiens, mémoire de vieux. Mais voilà, c'est un tout petit carré comme ça, pas très long, qui te raconte une info comme si tu étais en train de prendre des infos sur le web, tout simplement. Mais à chaque fois, c'est des petits éléments du monde. Donc si t'aimes te faire délivrer l'ambiance d'un monde, le background d'un monde, sa sensation et son goût par ce genre de petits trucs, tu vas jubiler. Si t'aimes bien avoir un gros background très qui te prend 4 pages écrit épais avec tous les points bien soulignés,
ça va être un petit peu plus perturbant. C'est peut-être quelque chose qui viendra après, de manière beaucoup plus construite, mais pour l'instant, dans le kit, on a plus la sensation, l'odeur d'un background que véritablement une grosse description du background. Bon, pour le scénar, il y a plus de description pour rendre le truc jouable, mais voilà. Et ça, selon moi, c'est la troisième grosse prise de risque, cette forme de communication de la sensation et du goût du background, par beaucoup d'illustrations, beaucoup de pages où la mise en page va être très sommaire. C'est pas le bon terme, mais va être très très petite, enfin où tu voilà, par exemple t'as 5 points qui te sont bien indiqués, ou t'as un corps de texte avec une grosse illustration qui te prend la moitié de la page. Enfin, c'est vraiment quelque chose de très très notable. Ça rend vraiment du goût, ça participe à la communication, mais si vous aimez acheter vos jeux de rôle au kilo et à la densité, Imperium 5, ça va peut-être pas être pour vous. Si pour vous l'important c'est qu'on vous communique l'impression, la sensation d'un monde, le kit va pouvoir vous accrocher et ça va vous donner envie sûrement d'en savoir un petit peu plus. Un petit peu plus, il arrive avec 2022. Maintenant, on va arriver sur les 2 points de litige. Selon moi, le faux est celui qui m'interroge, l'écran modulable. À savoir qu'il n'y a pas de table du côté MJ, tout simplement parce que bon, déjà c'est une histoire de pochette du précédent kit, machin, bon, tout ça on s'en fout. Sur même l'écran final, il sera du type modulable. Savoir t'as un paravent avec un dessin de chaque côté. Et pour le MJ, en fait, toutes les aides de jeu, tu vas pouvoir les modéliser sur ton écran, en fait. Tu vas construire ton écran en fonction de chaque scénar, chaque campagne que tu vas jouer. Tu auras tes règles que tu utilises, et puis les organigrammes des secrets que tu veux utiliser dans ton scénar, la place pour mettre effectivement ton aide de jeu du plan de la scène où vous êtes en train de jouer. Donc sur ce point-là, je trouve que c'est une très bonne chose en termes d'écran du futur. Parce que si vraiment ils arrivent à se tenir à ce projet, cette idée que tu as un écran qui est fait pour être adapté à chaque ça clignote, à chaque partie en fonction de ce que tu joues, avec si toi tu prends juste les règles de base ou les règles un petit peu plus avancées, les références où tu as besoin, par exemple moi qui joue tout le temps avec le minima du noyau de règles, je m'en fous d'avoir un tiers de mon écran bouffé par toutes les règles optionnelles que je n'utilise pas. Et pour moi, je serais bien plus content d'avoir l'organigramme des PNJ de mon scénar. Parce que j'en aurais rien à foutre d'avoir des tables que je n'utilise pas. Donc, je trouve c'est un gros plus et c'est un très bon point. Et je suis pas d'accord avec les 2-3 petites vidéos qui pointent l'écran comme problématique. Au contraire, l'écran, c'est, j'espère, quelque chose qui va se faire de plus en plus, ces écrans modulables. Parce qu'au final, c'est beaucoup plus pratique, quoi. Voilà, tout simplement. Ensuite, le point qui, moi, m'interroge, dans les textes, on voit régulièrement l'intention pulp. Voilà, on nous dit que c'est un univers qui a du goût pulp. Et pour moi, pulp, ça connote 2 trucs. Ça va connoter la SF pulp. J'oserais dire, non, c'est pas Imperium 5, c'est hyper tellurien. C'est rétro SF des années 50. Donc, et en plus, tu ressens pas du tout ce goût-là de rétro SF années 50 dans Imperium. D'un autre côté, le pulp, ça peut connoter quelque chose qui est encore complètement rien à voir. Hop, je sors mon petit League of Adventure, un de mes jeux pulp préférés, on aurait pu prendre l'ORS. Voilà, c'est ce côté Deuxième Guerre mondiale, pré-Deuxième Guerre mondiale, des terres creuses, des dinosaures, Cadillac et dinosaures, enfin ça connote autre chose. Et je pense qu'en fait, ils ont pointé pulp au sens, dans les vieux pulp de SF, généralement, une histoire de SF, les héros entraînent souvent des révolutions, des réactions, des transformations du monde. Et ça, on te le dit aussi très clairement. Vos héros, qui sont tous organisés dans l'entente, une petite faction au début qui est appelée à devenir grande, ils sont là pour découvrir des secrets du monde. Ils font partie des rares à avoir quelques traces de mémoire et ils sont surtout là pour changer les choses. La campagne qui nous est promise, a priori, ça va être quelque chose où tes héros ils sont pas du tout secondaires. Il y a des PNJ importants, mais vous êtes là pour transformer le monde, pour soit faire péter la réalité, soit je sais pas quoi. Enfin, on nous promet que les héros vont être bien au centre et ils vont être amenés à découvrir les secrets et à bousculer les forces en présence et les rapports de force. Et en ce sens-là, ça me semble pulpien. Voilà. Donc je pense que ce sera pulpien comme cela. Et sur ce, j'ai un peu fait le tour d'Imperium 5, le kit, en essayant de venir sur des petits points qui sont moins abordés ailleurs. Bon, sur ce, bonne journée à vous. Salut les gens.